Et salut à tous, on se retrouve dans un nouveau podcast de The Trick Play. Aujourd'hui, c'est le récap de la Week 5 de College Football. Je suis accompagné par Kevin. Salut Kevin. Salut. Et par Maxence. Salut Maxence. Salut. Maxence qui a déjà enregistré l'épisode recap des matchs du Group of Five. Comme vous le savez, en ce début de saison, chez The Trick Play, nous vous proposons seulement 2 épisodes hebdomadaires sur les matchs du week-end. Mais non, c'est 3 épisodes puisque nous en faisons un, on va dire global avec toutes les rencontres. Un qui est spécifique au Group of Five et un autre qui est spécifique à l'Ivy League avec BAT. Ça fait donc 3 épisodes hebdomadaires qui vous permettent de savoir tout ce qui s'est passé lors de la semaine précédente. Nous allons commencer sans plus attendre avec le meilleur match de cette semaine, peut-être le meilleur match de l'année et peut-être l'un des meilleurs matchs de ces dernières années. C'est le Alabama-Georgia. Georgia qui se déplaçait du côté de Tuscaloosa. Les Bulldogs étaient classés 2e à la People, là où Alabama était 4e. Et c'est le Crimson Tide qui s'est imposé sur le score de 41-34 dans un match complètement fou. Kevin, est-ce qu'à la mi-temps, tu pensais, parce que Alabama, si je dis pas de bêtises, menait 30-7, est-ce que tu pensais qu'on assisterait à ce retournement de situation dans les derniers instants? Pas du tout. Je t'avoue que surtout sur les week-ends de college football comme ça, j'essaye de regarder les matchs qui ont un peu plus de suspense quand même. Et donc ouais, un match qui est autant déséquilibré à la mi-temps, je t'avoue que j'ai regardé d'autres matchs qui étaient à cette heure-ci. Et je suis revenu un peu au fur et à mesure. Je l'ai quand même gardé, en écran. Je me suis dit, au cas où Georgia revient, quoi. Et Georgia est revenu. Et je m'y attendais pas, mais c'est souvent comme ça. C'est avec, je crois que c'est avec Alan qu'on en parlait justement ce soir-là. Donc notre ami Alan Guillou à qui on passe le bonjour, qui est lui plus spécialisé basket, mais qui disait il y a beaucoup de sports comme ça qui fonctionnent sur des runs. Et parce que moi je me suis dit j'arrive pas à comprendre comment il y a des équipes qui peuvent être putrides pendant une mi-temps comme ça et totalement inverser la tendance à la mi-temps en à peine 15 minutes et surtout à l'inverse des équipes qui sont capables de dominer, avoir un game plan aussi rodé que ça et autant dominer et ne pas être foutu de marquer le moindre point, de galérer énormément parce que l'Alabama jusqu'au TD dans les derniers instants, ils avaient marqué 3 points sur la deuxième mi-temps, quoi. Donc voilà, j'étais relativement étonné de la faiblesse de Georgia en première mi-temps, même s'ils se reprennent bien. Il faut savoir que Carson Beck, on va dire statistiquement au total, finit quand même avec 439 yards, ce qui est classe numéro 1 ex aequo sur cette stat sur cette semaine en college football. Et puis tu m'arrêtes si je dis une bêtise. Mais tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais je pense que c'est la première fois que Carson Beck lance autant aussi loin, non? Il faudrait regarder son carré high, ouais. Les stats des quarterbacks de Georgia, c'est toujours 250 yards, 3 TD, c'est toujours très propre, mais ce sont jamais on va dire des fiches très très noircies, quoi. Mais c'est vrai que les 3 interceptions font mal. Ouais. Là, avec seulement 80 yards à la course pris en tant que team, donc par Georgia, c'est vrai qu'ils sont un peu plus reposés sur son bras et surtout que malheureusement, ils ont tellement été menés vite. Et ouais, c'est ça. Si pas de bêtises, Bama, il marque les 4 TD sur leurs 4 premiers drives, il menait 28-0. En fait, t'abandonnes ton game plan très très rapidement. Il y a autant je gueule sur certaines équipes, genre Oklahoma State, qui arrêtent de courir parce qu'ils sont menés 7-0. Là, à 28-0, effectivement, je peux pas dire grand chose. Je me doute que forcément, tu vas essayer de plus passer la balle. Je trouve ça logique. Ouais, c'est ça. Hein. Georgia, ils ont eu raison de jouer sur la passe et c'est ce qui les a fait revenir dans le match. Mais c'est vrai que Carson Beck, on l'avait jamais vu lancer autant et on l'avait jamais vu se faire intercepter aussi facilement entre guillemets parce que ces deux premières interceptions, elles arrivent très vite dans le drive à chaque fois. Et moi j'ai regardé un replay le lendemain matin, long replay sur ESPN, et la tête qu'il faisait, je me suis arrêté, je me suis dit mais ce replay il va être à sens unique, et je pense qu'il y a beaucoup de gens à la mi-temps qui ont dû se dire peut-être qu'on allait se coucher ou partir sur d'autres matchs, mais effectivement, ouais, quel match de fou. Je pense que ces gens sont allés se coucher dès le début du second quart-temps, hein, parce qu'il y a 28-0 alors qu'il reste 12 minutes à jouer, ouais. 12 minutes et 28 secondes dans le second quart-temps. Alors, comme tu l'as dit, avec sa tête de requin marteau,
Il en a fait une bien belle, Carson Beck. Mais dans le quatrième quart-temps, alors que Georgia est mené 33-15, les Bulldogs inscrivent quand même en l'espace de 7 minutes 3 touchdowns d'affilée, de manière à repasser devant, à passer à 34-33 à 2 minutes 42 de la fin du match, mais c'est sans compter sur la première passe, justement, alors qu'il reste 2 minutes et 28 secondes à jouer, la passe de Jalen Monroe pour Ryan Williams, touchdown de 75 yards, tout simplement exceptionnel. Alors comment on pourrait... j'ai envie de dire, on n'a même pas besoin de le décrire en podcast, ce touchdown, parce que si vous écoutez normalement cet épisode, c'est que vous avez vu cette vidéo sur tous les réseaux. Elle a fait, enfin partout, Instagram, Twitter, tout ça, des scores d'audience de fou. Mais c'est mérité parce que c'est véritablement un exploit. Ryan Williams, hein, qui, on le rappelle, a seulement 17 ans. Il peut jouer à Alabama, il a terminé le lycée plus tôt parce qu'il a eu les crédits nécessaires pour pouvoir arriver à l'université plus tôt. Se défait de 3 joueurs, et non pas des moindres, hein, on parle de la secondary de Georgia, pour aller chercher ce touchdown qui restera dans les annales du college football. Et ça, j'en suis persuadé parce que le match était épique, en fait, le scénario était épique. Et quand ça se termine comme ça, on peut que retenir ton touchdown. Et puis voilà, tu ajoutes l'âge à l'exploit, ça le rend d'autant plus important. Moi, il m'a fait penser au touchdown de Devonta Smith à l'époque. C'était Georgia-Alabama. C'était la finale nationale, si je dis pas de bêtises, en 2018. Pour la passe de Tua. Ouais, ça m'a fait un peu penser à ça, tu vois, genre. C'était pas une passe de Michael Thomas. C'était pas sur un trick play ce jeu-là. C'était le match, l'essai de la victoire d'ailleurs. Hein. Peut-être sur un trick play, mais en tout cas, l'action m'a fait penser. Enfin, en tout cas, j'ai eu les mêmes vibes en fait en regardant ce touchdown. Et puis le match en lui-même de Ryan Williams, c'est exceptionnel parce qu'il a d'autres actions de fou. Il a un catch à un moment, un circus catch où la balle rebondit un peu sur ses mains et il garde la concentration tout le long de l'action pour réussir à récupérer la balle. Il y a aussi un Reels là qui a tourné pas mal sur Insta où tu le vois mettre un mec de Georgia dans le vent sur un cut gauche-droite. Enfin, il est spécial ce gamin, 17 ans, et il fait ça à l'une des meilleures défenses du pays. 6 réceptions, 177 yards et un touchdown. C'est stats lors de ce week-end. Ah, mais c'était exceptionnel. Hein. Et puis il sort pas de nulle part parce qu'il fait un début de saison qui est dans ces eaux-là de quasiment tous les matchs. On entend parler de lui, mais là il a vraiment, comme on dit, statement game pour Ryan Williams samedi soir. Ouais, et puis c'est vraiment le genre d'action que moi ça me rappelait plus le TD de Auburn. Alors pas dans la physionomie du play, hein, mais le TD de Auburn où la balle est typée par les deux safety et qui retombe dans les mains du gars, c'est qui se télescope, ouais. Voilà, ça c'est une action qu'on va revoir pendant 10-15 ans. C'est une action sur toutes les vidéos de promo du college football, on va la voir. Là, moi j'avais vu le tweet qui disait que toutes les vidéos de recrutement d'Alabama dans les 10 prochaines années, vous pouvez être sûr que ce touchdown il y sera. Je pense, ça risque d'être un des plays iconiques du college football sur les prochaines années, mais c'est un des plays iconiques du football des 10-15 dernières années. Pour moi, ça se met avec le kick six, avec d'autres plays comme ça, justement avec le truc de Auburn, avec Kevin, est-ce que tu penses est-ce que tu penses aussi au touchdown de Michael Crabtree avec Texas Tech où justement il récupère près de la sideline ce ballon, arrive à se défaire de ses 2 défenseurs et va inscrire le touchdown? Alors, je l'ai pas en tête ce touchdown, je t'avoue. Ah oui, à 6 secondes de la fin là, contre Texas. Ouais, il y a de ça en vrai aussi. Hein. Ouais, mais comme dit Kevin, toutes les vidéos collège pump-up qui vont sortir dans les prochaines années, l'action va être dedans, quoi. Ça va être obligatoire. Et puis l'ambiance dans le stade et tout. Enfin, c'était un grand match de college football, quoi. Clairement, on est sur un des plus gros matchs de la décennie. Et tiens, et d'ailleurs, j'ai vu ça. Donald Trump s'est fait huer à Tuscaloosa quand même, à Alabama. Je m'y attendais pas, ça. Alors, on va pas se mentir, il se fait huer à chaque fois. C'est juste que quand il va à l'UFC ou quoi, il se fait quand même huer. C'est juste que la plupart du temps,
les cheers sont quand même plus forts que les bouffes. Il va pas non plus aller à un match Cal Stanford, tu vois. Ouais. Il est pas fou le bougre. Ah, mais là-bas, à Stanford, il y aurait une prise d'otage. Tout simplement, il pourrait même pas y aller. Mais non, oui, effectivement, c'était, ça faisait partie de ces stops de campagne. Un peu. D'ailleurs, je trouve ça bizarre qu'il ait fait ça un peu avant l'ouragan. Je trouvais ça un peu limite, mais sachant que ça allait arriver. D'ailleurs, pendant que j'y pense, juste comme ça, j'étais étonné de voir qu'il y a qu'un seul match de college football, de FBS en tout cas, qui a été annulé. C'est le Appalachian State. Ouais, c'est vrai que il y a eu que, mais apparemment les dégâts. Je pensais vraiment, vu la zone qui est ravagée, ou alors il y a très peu de collèges qui sont dans cette zone vraiment fort touchée. Il y a eu le match UCF Colorado qui a été décalé d'une heure 30. Ça m'a surpris le décalage d'une heure 30. Et le pire, c'est que moi qui étais aussi sur Colorado UCF parce que j'avais pas vu qu'il avait été délai. En fait, tu regardais, les mecs s'échauffaient, mais enfin, le coup d'envoi avait été retardé, mais ça avait pas l'air d'être si pire que ça. Alors que quand tu vois vraiment la dévastation sur le sud-est des États-Unis, je me suis dit, mais le week-end de college football et de NFL, il est mort, quoi, s'il y a des matchs dans la zone. Et pas tant que ça. J'étais vraiment étonné qu'il n'y en ait qu'un seul. Après, apparemment, Appalachian State, l'université a pris des dégâts vraiment. C'est pile la zone qui a vraiment été touchée, apparemment, les Appalaches. Donc, Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, je m'attendais à avoir plus de matchs suspendus. Le Big Noon Kickoff qui s'est passé sans trop de problèmes sur le campus, il y avait un monde fou à UCF. Non, c'était effectivement un peu, on va dire tant mieux pour le football, mais bon, quand on voit les ravages à côté, je pense que c'est secondaire. Parce que aussi Orlando est côté Atlantique et non pas golfe du Mexique. C'est pour ça, non? Ils ont été. La tempête est vraiment passée plus côté golfe, donc plus sur la côte ouest de la Floride et plus ensuite sur le Mississippi. Mississippi, les États un peu plus comme ça. Donc, mais ouais, enfin, quand tu vois le nombre de campus qu'il y a dans cette zone. Même sur le FBS, j'étais. UCF, Florida State. Pour le sport. Après, tu vas en Louisiane, tu vas au Mississippi, tout ça, c'est pas très loin. Kentucky, après jusqu'aux Appalaches. Quand tu vois la densité de programmes qui est dans cette région, c'est sûr que c'est surprenant qu'il n'y ait eu qu'un seul match qui ait été délai. Bref, l'ouragan, d'ailleurs, Hélène, c'est ça? Hélène, ouais. L'ouragan Hélène n'a pas été le héros de ce week-end. Ni de ce match. On pourrait quand même parler de Jalen Milroe qui termine avec 374 yards et 4 touchdowns au total, 27 sur 30 droits à la passe, qui lui encore nous sort une grosse performance. Il fait partie de ces quarterbacks qui réalisent un excellent début de saison. Il me fait mentir parce que c'était vraiment pas un quarterback quand il avait commencé titulaire avec Alabama. Je le trouvais, il est bon, mais je le trouvais pas, je sais pas. J'avais un peu de mal, mais plus ça va et surtout sur cette saison et ce match-là, en fait, il devient vraiment très très bon et tu vois que c'est un leader dans son équipe. Clairement, il a vraiment pris le rôle de titulaire d'Alabama. Il est parfait dans ce rôle-là maintenant, en fait. Et moi, vraiment, ce joueur me fait mentir. Et tant mieux pour lui et pour le Crimson Tide qu'il fasse ce genre de performance. Ouais. Avec 18 touchdowns, je te laisse après, Kevin, 18 touchdowns à la passe, évidemment à la course cumulée. Il a encore couru pour 117 yards face à Georgia en 4 matchs. Milroe, c'est le joueur qui a inscrit le plus de touchdowns par match. C'est une grosse performance. Kevin? Ouais, c'est vrai qu'on sait que c'était, on va dire ça de manière très sommaire, mais c'était principalement un coureur. On sait qu'il était reconnu l'année dernière pour ça. Et c'est là que j'apprécie, c'est que c'est même pas forcément le programme, c'est de lui-même en fait. Il s'est foutu toute la off-saison avec un quarterback gourou, on va dire, et il a vraiment pris ça à cœur de s'améliorer dans le jeu de passe et dans cette capacité à rester dans une poche et à pas forcément s'en échapper dès qu'il y avait un fantôme qui lui passait devant les yeux avec un maillot qui était pas le sien. Donc c'est cool parce qu'on sait que la plupart des athlètes comme ça sont d'abord des athlètes avant d'être des passeurs. Donc qu'ils attendent pas d'être sur le campus pour l'année d'après, que le coach QB soit pas obligé de le prendre en plus et que le mec fasse le nécessaire à l'intersaison. Je trouve ça vraiment pas mal qu'il le fasse de lui-même. Maintenant, en plus avec la NIL, on sait que les mecs ont les moyens c'est ça aussi, de permettre aussi. C'est vrai. Ce qu'on pouvait pas forcément faire officiellement entre guillemets il y a jusqu'à quelques années. Donc je trouve ça cool pour lui parce que je pense que c'est ce qui manquait à Bama aussi.
cette double dimension au poste de QB où tu peux pas te dire je vais foutre 9 mecs dans la boîte et vas-y Jalen Milroe, découpe-nous à la passe. Maintenant, tu peux un peu moins le faire quand même que l'année d'avant. Et puis, il profite aussi de l'éclosion de Ryan Williams. Oui, bien sûr. Après, effectivement, quand tu as un mec comme Ryan Williams, encore une fois, on le rappelle, 17 ans, c'est le joueur le plus jeune de FBS sur un terrain. Il aura à peine 20 ans lors de la draft 2027, qui sera normalement la draft où il pourra se présenter. Enfin, on est sur des chiffres de précocité. Moi, je suis là, ça fait depuis 2017 que je suis le FBS et j'ai jamais vu. Enfin, j'ai pas le souvenir d'un mec de 17 piges aussi dominant maintenant, quoi. Ouais. Pas 17 piges, mais il y avait Tremaine Edmunds à Virginia Tech qui avait été très bon très très tôt. Le gars qui a aux Steelers, qui a été passé par les Steelers et qui avait été drafté aux Bills, je crois. Ouais. La draft c'est son Baker Mayfield, il me semble. Ah, je confonds avec un autre gars, oui. Ils étaient tous les deux à Vitech, si je dis pas de bêtises. Il y a un running et un backer. Et ouais, c'est pour ça que j'ai du mal à suivre leur carrière en NFL aussi, parce qu'à chaque fois, je me gourre entre les deux. Donc, Oui, parce que Tremaine, il a pas été aux Steelers. Il est à Buffalo. Mais sinon, comme vous le savez, Alabama reste la kryptonite de Kirby Smart. En 7 matchs face au Crimson Tide, c'est la 6e défaite de notre bon vieux Kirby. Une victoire pour 6 défaites, ça commence à faire beaucoup. Alabama, on l'a suffisamment rappelé sur Twitter, n'a perdu seulement que 3 matchs depuis 2021. Les 3 ont été face à Alabama. Ouais, Georgia a perdu que 3 matchs face à. Georgia a perdu seulement 3 matchs. Les 3 matchs ont été face à Alabama. Ça fait un truc du genre, je crois, 48 victoires pour 3 défaites. C'est fou. Et au-delà de ça, et après, voilà, on passe sur une autre rencontre. C'est Kalen DeBoer, quoi. Quel gagnant. C'est assez fou de cette capacité, voilà, partout où il est passé, à toujours gagner. Alors, en plus, à Alabama, il est dans ce programme, il a accepté d'avoir la lourde pression sur les épaules la taille du costume qu'il a récupéré. À Nick Saban. La taille du costume qu'il a récupéré en allant à Alabama, tu vas remplacer Nick Saban à Alabama et c'est ton 4e match avec le programme et tu fais ça contre une des meilleures équipes depuis ces dernières années. Enfin, franchement, chapeau. Parce que moi, je pensais que Alabama, ça allait être une saison de transition, pas dégueu, mais pas non plus. Pour moi, je pensais que Georgia allait montrer qu'Alabama avait encore peut-être, tu vois, un petit retard sur eux sur ce match-là. Je me suis dit peut-être que Georgia allait enfin réussir à les battre là-bas et tout. Finalement, non. Et Kalen DeBoer, chapeau. Vraiment chapeau pour ce qu'il a fait en si peu de temps, avec les départs qu'il y a eu. En plus, bon, il a aussi fait venir des mecs, mais chapeau, franchement. Et hâte de voir la suite. Alabama affrontera Vanderbilt la semaine prochaine, puis South Carolina, avant de se déplacer à Tennessee. Tennessee qui devrait alors être aussi invaincu. Les Volunteers qui font un très bon début de saison. Et ça nous rappellera le bon souvenir d'il y a quelques années où Tennessee avait gagné sur un walk-off field goal aussi dans un match de dingue. Quant à Georgia, les Bulldogs affronteront Auburn, qui est vraiment mauvais la semaine prochaine. Georgia devra quand même aller à Texas le 19 octobre. Ça sera le match de la semaine, ça, à n'en point douter. Puis Ole Miss et Tennessee, encore une fois, disons que Tennessee doit affronter les deux. Voilà, ces calendriers de sexe sont vraiment très, très difficiles. Et on a hâte de voir ces rencontres. Ouais, nous passons le Georgia-Texas, là, ça va être bien, ça. Nous passons en Big 12. Enfin, j'aurais dire en Big 12, c'est un match de Pac-12. Arizona-Utah. Victoire d'Arizona 23-10 face aux Utes. Les Utes qui ont encore dû faire sans Cameron Rising. Blessé à la main, si je me trompe pas. Alors, c'est un match c'est 2 équipes que je suis avec attention. J'ai du mal à retirer grand-chose de ce qui s'est passé. Si ce n'est en fait ce qu'on sait depuis le début, c'est que voilà, Utah est une très bonne équipe avec Cameron Rising. Maintenant, on sait voilà qu'il y aura cette place réservée pour un programme de Big 12. Heureusement d'ailleurs que Utah a battu la semaine dernière Oklahoma State. Mais s'il revient pas d'ici quelques semaines, ça va être compliqué pour les Utes. Parce que Arizona semble avoir trouvé un rythme, j'allais dire pas un rythme de croisière, parce qu'ils ont perdu, ils ont dans une défaite très très bizarre face à Kansas State il y a 2 semaines.
Mais voilà, Arizona, moi, me donne plus de garanties, je trouve, avec Noah Fifita, Taiteora Macmillan, l'excellent Aiden aussi, Kyrian Burrett. T'as Cario Et- Davis aussi en défense qui est vraiment très très bon. c'est ce que j'allais dire en fait. C'est la défense là, paradoxalement, des Wildcats qui les a fait gagner. Ils ont intercepté 2 fois Wilson, 2 interceptions. Et là, Tacario Davis dont tu parles, 7 plaquages et 5 passes deflection. Bah voilà, c'est une performance à mettre au crédit de la défense. Mais j'aurais aimé voir cette rencontre avec un Cameron Rising sur patte, quoi. Ouais, c'est ça. Utah. Bah, en plus, il y a une des interceptions, c'est Isaiah ou Isaac? Isaac Wilson, il y en a une des deux, elle est cadeau parce qu'il fait un roll sur la droite et il envoie pile sur le cornerback d'Arizona qui devait être tellement heureux de voir cette balle arriver sur lui. Et ça a été un peu le changement de... Ça a un peu aggravé, on va dire, l'avance d'Arizona. Mais ouais, le match après en lui-même, bah, en fait, il est pas... Ça n'a pas été une domination écrasante d'Arizona, c'est juste qu'ils ont été plus propres. Et que Noah Fifita a des coups de génie aussi. Le dernier touchdown qu'il fait, là, il est magnifique. Il arrive à sortir de la poche sur la pression et pour trouver son receveur en bout de end zone. Fifita est vraiment des... L'année dernière, c'était déjà un quarterback kiffant à avoir joué. Mais je trouve qu'il a encore progressé cette année. Donc franchement, Arizona en Big 12 à surveiller. J'ai pas d'autres choses à dire. Kevin, peut-être toi, ou si tu veux qu'on Big passe 12 à After Dark, c'est tout ce que je veux dire. Mais moi en fait je trouve ça hyper drôle, enfin hyper apte, on va dire. On qualifie ce match de Big 12 de Pac-12 After Dark et je trouve ça très bien parce qu'en fait moi ce qui me choque c'est que, enfin ce qui me choque, si ça me choque parce que la Big 12 en fait je trouve qu'elle se transforme en Pac-12 dans le sens où tout le monde se cannibalise comme l'a fait la Pac-12 pendant des années. Et ce qui fait que toutes les équipes où tu te dis, ah putain, cette année, ils vont le faire, et ben, en fait, ils se bouffent tous entre eux. À chaque fois qu'il y en a une que tu vois qui est en train de faire un bon truc, ils vont paumer un match. Regarde, la défaite de Kansas State contre BYU, t'as personne qui la voit arriver. Et ils se font mais vraiment éclater pendant le match. La semaine d'après, on va en reparler juste après, bah, ils retrouvent leur forme et ils éclatent Oklahoma State. Oklahoma State, pareil. Tu les vois quand même parmi les 2, 3, 4 favoris de la conférence. Ils arrivent pas, ils se font dominer. Et en fait, ils sont déjà presque tous à une défaite, si je dis pas de bêtises. À part BYU et... Ouais, je crois. Hein. Et Iowa State aussi. Voilà, mais donc du coup... mais ils vont perdre. Moi, je les vois perdre cette saison. Ils vont en perdre des matchs. Ils sont tous en train de se bouffer entre eux, comme le faisait la Pac-12 avant. Je trouve ça très très drôle. Mais je pense qu'on va y venir aussi. Il y a moyen que l'équipe qui tire son épingle du jeu, ce soit Colorado. Et ça, on en parlera un peu après. Vous me rappelez la défaite de Colorado cette année? C'était face à Nebraska? Nebraska, ouais. Oui, c'est contre Nebraska. Oui, voilà, donc c'est pas une défaite de conférence. Ils sont invaincus en conférence aussi, Colorado. Ça, ils sont invaincus en conférence. Et là que je regarde... Il y a Texas Tech qui est... Ouais. Tech est à 2-0. Arizona techniquement à 1-0. West Virginia est à 1-0. Ça va perdre, ça, West Virginia, mais tu regardes, Kansas, ils sont à 0-2. Kansas est à 0-2. Oklahoma State est à 0-2. Utah est à 1-1. Kansas State est à 1-1. UCF est à 1-1. Et tout ça, ça va des plus grosses équipes qu'on voyait en début de saison dans la conf. Donc, mais c'est ça, ça va se cannibaliser. Hein. Mais c'est pour ça que moi, je trouve la Big 12 est vraiment cool dans ce sens-là. Je trouve qu'il y a une hétérogénéité au niveau des programmes où tout le monde peut battre tout le monde. Et c'est pour ça que ça va être très intéressant à suivre. Après, c'est sûr que c'est leur force et leur faiblesse. Voilà, c'est la Pac-12, comme le Pac-12. C'est surtout que leur force, c'est qu'ils ont une place attribuée automatiquement en playoff cette année. Parce qu'à se bouffer comme ça, crois-moi que s'ils n'avaient pas la place attribuée automatiquement, t'as aucune équipe qui va en playoff et ça, tu le sais dès la mi-saison. Ah bah comme la Pac-12 pendant pas mal de saisons. Comme la Pac-12 l'a fait jusqu'à l'année dernière. Exactement. Donc tant mieux pour eux sur ce point-là. Ouais, c'est toujours ce match de merde perdu en novembre. ce match à Stanford à 4h du mat que personne regarde. J'apprécie pas trop le genre de référence. Oh, tu peux faire cette référence avec quasiment tous les programmes de Pac-12 en plus. Pas faux. Bon, passons au prochain match avec une équipe qui a déçu, c'est Ole Miss. Ole Miss qui était alors classé 6e à l'IPPOL, qui perd à domicile face à Kentucky sur le score de 20-17. Et c'est la première défaite à domicile des Rebels face à Kentucky depuis 1978.
Alors, vous voulez qu'on commence par aborder ce match par quel bout? Est-ce qu'on loue la performance défensive de Kentucky, qui, une semaine après avoir battu de peu face à Georgia, continue à martyriser les attaques adverses, ou alors Ole Miss qui, pour son premier match, j'ai envie de dire de la saison, parce qu'Ole Miss a affronté Furman, Middle Tennessee State, Wake Forest et Georgia Southern, perd. Ouais. Je vais choisir. Vas-y, Maxence, tu choisis. Honneur à Moi, toi. je dirais Kentucky quand même. Bravo à eux, à Kentucky, parce que Commençons par Kentucky. ils avaient fait un gros match contre Georgia. C'était il y a 2 semaines, parce que je crois qu'ils avaient une bye week la semaine dernière, et ils n'ont pas été loin. Et là, ce déplacement à Ole Miss, ils ont répondu présent et ils vont aller chercher la victoire chez le numéro 6 du pays quand même. Donc c'est pas rien. Donc moi, je quand même vraiment bravo à Kentucky qui a fait le match en fait, le match qu'il fallait, tu sais, de pas se laisser de pas se laisser distancer, d'être rugueux en défense, de faire déjouer en fait l'adversaire et d'être plus solide quand il faut. Et c'est ce qui s'est passé pour Kentucky, donc bravo à eux. Et de ce que moi j'ai lu, peut-être Kevin, tu pourras nous éclairer d'un point de vue tactique. Enfin, tout le monde sait, tous les aficionados du college football le savent. Les attaques de Lane Kiffin sont des attaques qu'on appelle up tempo. Donc des attaques où en fait il y a beaucoup de jeux en fait où ça va très vite. Le but derrière ce type de tactique en fait c'est de fatiguer la défense, c'est de réduire la possibilité d'ajustement pour les coordinateurs défensifs adverses. Et là, Ole Miss, durant la première mi-temps, a seulement eu 23 jeux et a eu la balle pour seulement 8 minutes et 20 secondes. Pour en tout 7 points et 129 yards, c'est les moins bonnes stats de Lane Kiffin à Ole Miss, et ça fait quand même maintenant depuis 3 ou 4 ans qu'il est là-bas à Oxford, et aussi depuis son époque à Florida Atlantic. Donc voilà, c'est vraiment sur cette technique adoptée par Kentucky, en fait, que je devine à garder très longtemps le ballon au sol pour le retirer des mains des Rebels, des mains de Lane Kiffin, qui a permis aux Wildcats de l'emporter. Sans parler évidemment aussi de cette run défense qui a limité à 2,7 yards par portée l'attaque à la course d'Ole Miss, et qui a seulement permis une conversion, enfin qui a seulement permis à Ole Miss de réussir un seul third down, ce qui est peu pour une équipe comme Ole Miss, surtout après le match les matchs qu'ils ont réalisés les semaines précédentes, même si les adversaires étaient plus mauvais. Je pense que je suis d'accord avec toi, Maxence, au final, c'est vraiment une performance défensive de Kentucky, ouais, à la lumière de ses stats. Ouais, et puis c'est surtout, comme tu le disais, c'est bien de jouer du up tempo, mais le but du jump tempo, en fait, puis c'est même pas du jump tempo, hein, c'est un peu ce que jouait Oregon ou Baylor à une certaine époque, hein, là maintenant avec le micro qui est ouvert dans le casque du QB jusqu'à 15 secondes, ça fait partie des offenses où le snap est lancé avant ce délai-là. Donc ça va très vite. Ça force la défense à surtout jouer ce qu'on appelle de la vanilla défense. Donc tu peux pas, en jouant aussi vite que ça, la défense peut pas jouer des trucs hyper compliqués, peut pas jouer du blitz hyper compliqué. Ça limite la communication pré-snap. Donc en général, c'est fait pour que toi tu puisses y arriver. Si maintenant tu joues ça et que t'es pas comment dire, et que t'as pas de succès dans ce que tu fais, parce qu'en plus il joue beaucoup de RPO, et on sait que la RPO techniquement tu joues là où la défense n'est pas, donc on va dire que sur le papier tu peux rarement avoir tort si jamais tu la joues bien. Donc c'est vrai que techniquement c'est une recette qui fonctionne, et je pense que Ole Miss limité à 353 yards au total sur un match, ça fait un petit bout de temps que c'est pas arrivé, surtout contre une équipe non classée. Mais voilà, Kentucky très scrappy sur ces derniers matchs. On a vu que ils sont capables de gagner ces matchs compliqués. C'était quoi? C'était du 16-14 ou 14-16 contre Georgia, ou un score comme ça. 16-13, je crois 16-13. 16-13, là ils gagnent 20-17. Oui, pour Kentucky, ouais. Non, ils perdent de 13-12. Ils ont perdu 13-12 contre Georgia. Ouais, Oui, ils perdent d'un point, mais voilà, les deux équipes mettent moins 15 points. Là, Kentucky a l'opportunité de prendre 6 points d'avance, ils ratent le field goal, et Ole Miss a l'opportunité d'égaliser, ils ratent le field goal à leur tour aussi. Donc ça aurait pu basculer, certes, mais
effectivement, Ole Miss, je pense que après il y a aussi ce double tranchant. On dit ils ont pas de calendrier, donc c'est compliqué de commencer ton calendrier de sec tout de suite dans le dur du sujet comme ça contre une bonne équipe de Kentucky. Et effectivement, c'est pour ça aussi que servent les matchs hors conf. C'est aussi à te jauger et à te permettre d'avoir de l'adversité avant de rentrer dans les matchs qui comptent techniquement les matchs de conf. Mais il faut se dire aussi que voilà, comme on le disait pendant le 1-2-6, la plupart des calendriers sont faits des années à l'avance. Et des fois, moi, quand je vois en 2024, ah bah c'est cool, il y a telle équipe qui a prévu un back-to-back en 2036-2037 contre un tel, ça me déprime quoi. Parce que je trouve pas ça hyper utile. Et là, Ole Miss qui en fait un peu les frais parce que bah ils sont à 4-0 après 4 journées, après 4 matchs bidons, c'est bien, mais premier match qui compte, t'es à 0 en conférence quoi. Comment envisagez-vous la fin de saison pour les Miss? Parce que le calendrier intra-conférence des Rebels paraît relativement faible, surtout si l'on compare avec d'autres programmes. La semaine prochaine, ils iront à South Carolina, puis à LSU. Après, il y aura une réception d'Oklahoma, un déplacement à Arkansas, une réception de Georgia, un déplacement à Florida et une réception de Mississippi State pour l'Egg Bowl. Sur toutes les équipes que je viens de citer, en équipe où voilà, Ole Miss, je dirais, est en dessous, bah, il n'y a que de Georgia en fait. Ou alors à la limite, il y aura un match très serré face à LSU, mais normalement, tu dois battre South Carolina, tu dois battre Oklahoma, tu dois battre Arkansas, Florida et Mississippi State. Tu viens pas de te griller justement ce joker que tu pouvais te permettre de griller face à une équipe comme LSU ou Oklahoma plus tard dans la saison? Oui, ils ont grillé le Joker. En plus, il n'y a plus les divisions, donc la qualif en finale va se jouer à 0 ou une défaite. Je sais pas trop. Va falloir voir la réaction du groupe face à South Carolina. Est-ce que c'est juste un accident parce que tu as joué 4 matchs à la con là au début et tu t'es fait un peu avoir par un rythme. D'un coup, en fait, le rythme était passé de tout à rien. Donc, est-ce qu'ils vont enfin se mettre dans le rythme et dérouler? Moi, j'ai peur du déplacement à LSU. Je pense que le déplacement à South Carolina, ça devrait aller. Le déplacement à LSU juste derrière sera le révélateur de est-ce qu'ils vont pouvoir finir la saison à 2 défaites max parce que contre Georgia, Deux défaites, ils sont en playoff sans aucun doute. Trois ouais, défaites, ça devient compliqué. c'est ça. De défaite, mais ça dépend du reste de la SEC quoi. Mais Ouais, moi, tu vois, ce serait limite l'inverse parce que South Carolina, ils ont une bonne défense, ils ont surtout une très bonne D-line. Oklahoma, on a vu que s'ils sont classés numéro 19, c'est clairement pas grâce à leur offense, c'est grâce à leur defense. Oui, et puis Oklahoma a du mal, ouais. C'est vrai. Ouais, Voilà. donc tu penses qu'ils vont À l'inverse, LSU, comme Ryan le dit à chaque fois, c'est que LSU, c'est tellement une passoire leur défense. Eux, par contre, à l'inverse, ils sont numéro 13 grâce à leur attaque. Et leur défense, quand tu prends des TD de merde contre Nichols ou je sais pas quoi, ils prennent je sais pas combien de yards contre des équipes qui en mettent pas 200 contre le reste de la SEC. Limite, les deux plus gros révélateurs sur les 3 prochaines semaines, moi je dirais que c'est pas LSU. LSU, ce sera un beau match. Je pense que ce sera le match le plus compliqué ou le match le plus serré peut-être. Mais pour moi, les révélateurs, c'est les deux grosses défenses qui vont jouer. C'est dès ce week-end contre South Carolina et dans 3 semaines contre Oklahoma. Parce que on a vu que c'est ça, c'est que quand tu as des défenses qui sont structurées, qui savent faire le travail et qui mettent de la pression, c'est là où visiblement l'offense de Lane Kiffin, elle a l'air de s'effriter un peu. Donc, comme tu le dis, je pense que South Carolina, ce sera un bon test dans le sens où est-ce qu'ils se sont repris en tant qu'équipe et deux, est-ce que leur attaque est capable de faire quelque chose contre une défense potable ou est-ce qu'on abandonne totalement le fait de pouvoir faire quelque chose contre une défense qui est là parce qu'après ils ont Oklahoma, ils ont Georgia quand même. Donc, effectivement, un duel à suivre, la D-line de South Carolina et la ligne offensive d'Ole Miss. Là, je crois encore Jackson Dart a été saqué 4 ou 5 fois, c'est beaucoup trop. Ouais, et quand on voit ce qu'a fait la D-line de South Carolina contre LSU, qui a la meilleure paire de tackle du pays, on peut se poser des questions. Après, encore une fois, t'as Lane Kiffin à la tête de ton attaque, t'as un système RPO. Normalement, tu as un système qui est fait pour compenser au moins de ces deux-là. Donc, on a vu que LSU, on avait parlé avec Ryan, LSU avait été capable de plus ou moins de shutdown Stewart d'un côté, mais ça avait un peu impacté le fait que c'est Kennard? Non. Ouais, Kennard, c'est ça. Kennard de l'autre côté qui a un peu fait tout le match à lui seul et qui a un peu pourri LSU sur le match. On va voir comment Ole Miss est capable de gérer ça. Ouais, merci. du coup, ils ont un span de 3 matchs là. Qui va être. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'ils réagissent ou est-ce que tout le monde a trouvé la recette pour les battre quoi? Ça serait une grosse déception
pour Ole Miss qui cette année s'avançait. Bon là je parle à l'imparfait, mais c'était peut-être Kentucky qu'une erreur de parcours qui s'avançait avec l'un de ses meilleurs effectifs depuis très très longtemps. Nous Ouais, et puis passons avec un portail des transferts de fou, enfin ils avaient vraiment, ils étaient très attendus. Ouais. Nous passons au prochain match avec la réception de Louisville, qui est alors classé 15e à l'IP Poll, à Notre-Dame, classé 16e. Et c'est le Fighting Irish qui s'est imposé sur le score de 31-24. Pour être honnête avec vous, si vous ne le savez pas, moi qui suis fan de Notre-Dame, c'est un peu n'importe quoi ce match. Un premier quart-temps qui est parti dans tous les sens et qui a permis à Notre-Dame en fait de garder son avance et de la maintenir jusqu'à la fin de la rencontre. Des fumbles sur retour de kick-off, de punt, euh, un snap du long snapper de Louisville mal joué et, que Notre-Dame récupère pour aller marquer ensuite. Bref, c'est un match qui a un peu allé dans tous les sens. Xavier Watts qui a intercepté Tyler Shoe, d'ailleurs qui lançait sa première interception de la saison. Bref, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ça parce que Notre-Dame arrache sa deuxième victoire de la saison face à une équipe classée. Et c'est là tout le paradoxe parce qu'il n'y a qu'un seul programme dans le pays qui a déjà battu deux équipes classées, c'est Notre-Dame, alors que tu perds il y a encore 3 semaines face à Northern Illinois. Euh, Bref, voilà, ça fait partie des incohérences et des problèmes qui suivent un petit peu le programme de Notre-Dame depuis que Marcus Freeman est arrivé. C'est que tu gagnes des gros matchs, mais tu perds des matchs que tu ne dois jamais perdre. Ce match-là, on est encore la confirmation. Du côté aussi des Fighting Irish, il faut faire attention aux blessures. Là, ça commence vraiment à faire beaucoup. On sait depuis le début de la saison, les blessures s'enchaînent, notamment sur la ligne offensive, qui était déjà très inexpérimentée. Là, ça s'ajoute chez les receveurs aussi, en défense aussi. Il y a beaucoup de freshmen sur le terrain. Ça va peut-être être juste pour tenir la saison et viser le 11-1 parce que maintenant, voilà, c'est l'objectif qui a été placé je veux dire, allez, en objectif immuable à Notre-Dame, c'est de gagner tous les matchs de la saison pour pouvoir se qualifier en playoff. Avec de telles victoires, nous irions en playoff, ou du moins nous irons au Coliseum de USC le 30 novembre pour jouer cette place en playoff. Et de ce côté-là, c'est pour ça qu'il faudra faire attention. À Louisville, c'était leur première défaite de la saison. Et moi, il y a quelque chose qui m'a particulièrement marqué à Louisville, c'est le niveau de leur receveur. On connaissait Colin Lacey qui avait fait une très très bonne saison l'an dernier à South Alabama, qui nous a gratifié franchement de réceptions exceptionnelles, comme son compère Ja'Cory Brooks, ancien d'Alabama, qui termine à 61 yards et 2 touchdowns. Il y a vraiment quelque chose. C'est vrai, Louisville depuis 2 ans, depuis que Jeff Brohm est arrivé en provenance de Purdue, c'est vraiment une attaque qui marche bien. Et je dois te dire que c'est la première attaque qui a fait vraiment du mal à la défense de Notre-Dame cette saison, malgré son interception encore récupérée par Xavier Watts. Je pense qu'on peut passer à la suite, les gars, sauf si vous avez quelque chose à dire sur le match. J'ai regardé quelques flashs du match, donc je peux pas trop en dire. Mais sur les quelques flashs, c'était un peu Notre-Dame était pas impressionnant, mais a fait le taf en fait. C'est un peu ça, c'est un peu le résumé de Notre-Dame quoi. Ça a fait le taf contre les équipes classées. C'est vrai qu'il y a cette erreur de parcours contre Northern Illinois du coup qui leur met la pression sur le reste de la saison. Donc on verra jusqu'où ça tiendra. Kevin, si je te dis que USC est devenu une équipe de Big Ten, qu'est-ce que tu me réponds? Bah, je peux pas dire grand chose parce qu'Oregon est aussi une équipe de Big Ten, donc je serais mal placé de dire quoi que ce soit. Ah, mais je disais ça d'un point de vue immatériel, des grosses défenses. Non, ça fait mal. Moi, je t'avoue que outre le fait que je suis quand même content que, enfin, vu comme ça c'est goupillé, on va dire que je suis content qu'on ait trouvé une conférence, mais de voir des matchs en Big Ten sur la côte ouest, je t'avoue que je m'y suis pas encore fait.
que ce soit dans le nord-ouest ou en Californie. Je t'avoue que des USC Michigan en match de conf, des trucs comme ça, j'ai encore un C'est peu bizarre. Ça fait vraiment bizarre. Ouais. ou USC Wisconsin comme ce week-end. Parce que USC a fait une seconde mi-temps de Big Ten. Une interception, bon, un pick six, plein de free and outs, un scoop and score si je dis pas de bêtises, ou alors il est pas allé au bout. Ce USC depuis l'arrivée de leur nouveau coordinateur défensif qui était à UCLA, comment il s'appelle, D'Anthony Lynn, c'est ça? Je crois pas que ce soit D'Anthony. Mais bref, c'est Lynn, L-Y-2-N. A quand même transformé. Ouais, c'est Anthony. Hein. C'est Anthony Lynn. Ouais. Anthony Lynn, ouais. Danton, le surnom. Danton. Danton, voilà. Mais c'est Anthony Lynn. Voilà. Juste un mélange des des deux. Ça, ou... ça me dit quelque chose. Ah, peut-être. Faudrait vérifier. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il était à UCLA Ancien coach des Ravens, notamment, pour les safety. Et aussi les Chargers, ouais. Il était assistant aux Chargers. Et USC a sorti une grosse performance défensive lors du second quart-temps. Parce qu'en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que Wisconsin menait 21-10 à la mi-temps et USC a marqué 28 points sans jamais en encaisser lors de la seconde mi-temps. Bon, déjà, c'est la preuve que leur défense a fait un gros boulot, mais aussi que leur attaque a su relever la tête après un début de partie très compliqué. Miller Moss a lancé 3 touchdowns et Mason Cobb, on en parlait juste avant, est venu intercepter Braden Locke, hein, celui qui remplace Tyler Van Dyke, qui s'est blessé face à Alabama en début de saison, a réalisé le pick 6 pour porter le score à 38-21. Et ça permet à USC d'aller chercher une victoire importante après la défaite subie à Michigan. Et USC est vraiment obtient sa première, première victoire dans son histoire en Big Ten avant de se déplacer la semaine prochaine à Minnesota, puis de recevoir Penn State et d'avoir, ma foi, un calendrier sur cette fin de saison qui a l'air abordable. Alors certes, tu accueilles Penn State et Notre-Dame, mais ces deux matchs sont à la maison. Quand tu regardes les autres rencontres, tu peux croire aussi à une fin de saison heureuse pour les Trojans. Oui, franchement, ouais, que tu vois les adversaires après Maryland, Rutgers, Nebraska, Washington et UCLA. Alors, UCLA, on en reparlera, mais alors, UCLA, c'est terrible ce qui se passe pour le programme en ce moment. Mais ouais, non, franchement, USC, je crois que Caleb Williams aurait rêvé d'avoir une défense comme ça l'année dernière. Mais ouais, c'est comme tu dis, c'est devenu une équipe du Big Ten et ça fait bizarre de les voir défendre et surtout, après, moi, je rejoins Kevin, ça fait bizarre. Tu vois un Wisconsin USC, tu dis, pas mal le match hors conférence. Ah non, c'est plus un match hors conférence maintenant. C'est ça. Et d'ailleurs, est-ce que ça altère votre jugement des matchs? Parce que moi, en temps normal, un Wisconsin USC, ça me hype. C'est un duel Big Ten Pac-12. Je suis content de le regarder. Là, je me suis dit, bon, c'est un match de conférence. Est-ce que ça a la même saveur qu'un match interconférence? J'aimerais bien avoir vos avis. Ça a plus trop la même saveur parce que du coup, c'est des matchs qui vont revenir tous les ans. Donc, ouais, ça a plus trop la même saveur en vrai. Ouais, c'est une saveur différente parce que normalement, quand tu as des matchs comme ça, effectivement, c'est soit un match de week 2, enfin week 1, week 2, un truc interconf qui compte pas vraiment, entre guillemets, ou alors c'est un ball game de fin d'année carrément, notamment un Rose Bowl, hein, Wisconsin USC. Il y a dû en avoir, peut-être, faudrait voir, mais il y a dû en avoir. Et alors que là, c'est différent. Disons que c'est pas que ça a moins de saveur ou pas, c'est juste que c'est différent parce que maintenant ça va compter dans ton calendrier de conf, comme tu disais Maxence, on va en avoir tous les ans, ce sera pas ces occurrences qui sont une fois tous les 10-15 ans. C'est quelque chose qu'on verra tous les ans avec peut-être une année où ils se rencontreront pas, mais ce sera beaucoup plus fréquent. Donc moi ça me dérange pas plus que ça. En soi, je suis un peu moins puriste que certains à ce niveau-là, donc ça casse un peu les habitudes qu'on avait, quoi. Mais voilà, après, ça casse un peu les habitudes, et puis ça permet d'avoir des oppositions de style qu'on voyait beaucoup moins avant. Un style côte ouest et un style mid-ouest, c'est quelque chose que on voyait plus rarement, donc ça nous permet de voir ça beaucoup plus souvent maintenant. Et vous savez quoi?
T'as bien fait de me demander si Wisconsin et USC s'étaient affrontés au Rose Bowl. C'est le cas en 1963. Victoire des Trojans 42-37 en 63, en 1963. Et les deux équipes étaient numéro 1 et numéro 2 à l'AP Ah ouais. Poll. C'était le match qui comptait donc Bah, c'est la pour finale nationale, ouais. c'était la finale nationale et c'est USC qui l'a remporté. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, hein, c'est le seul match, c'est la seule finale nationale jouée par les Badgers. C'était en 1963, donc pour la saison 1962, puisque comme on vous le rappelle, le Rose Bowl se joue toujours le 1er janvier. Antoine Dupont était dans les Et tribunes. ce sera encore le cas cette année avec les playoffs. Pardon, comment ça? Ah oui, oui, bah oui, ça change. On verra quelles sont les Ouais. incidences. Enfin bon. Et oui, Antoine Dupont était dans les travées, ouais. Ah bah là, il s'est fait une semaine sympa, Antoine Dupont. Ouais. Il a Qu'est-ce que j'aurais visité, aimé voir il a sur visité les locaux des un terrain de Chargers, football. il allait voir un match de USC. Il a fait une semaine de fan de Trick Play Podcast quand ça va dans une ville américaine. Ah là là. Bon, maintenant, il faut qu'il revienne à Toulouse. Là. C'est fini, c'est Bon, fini les c'est vacances. bon. Oh, ceci dit, Antoine, prends autant de vacances que tu veux. Tu m'as rendu tellement heureux avec l'équipe de France de rugby à 7 cet été que allez, prends tes Ça m'a vacances. réconcilié avec Antoine Dupont après le départ du Castre Ah Olympique pour la oui, du sélection 4 olympique, parce que Kevin, tu sais pas, Maxence Maxence est pour le CO, le castre olympique. Donc il a Ouais. une petite dent contre Anthony Gelon, D'ailleurs, mais Antoine Dupont match de rivalité samedi à 21h, Toulouse, Castres-Toulouse. voilà. Pendant que nous, le Stade Français, on vire notre entraîneur. Kevin, Ouais. Oklahoma State enchaîne une deuxième défaite d'affilée. Cette fois-ci, c'était face à Kansas State, 42-20. Oklahoma State était classé 20 à l'IP Poll et Kansas State 23e. C'est la première fois depuis 2005, donc c'est la première fois de l'ère Mike Gundy que le programme commence la saison à 0 victoire et 2 défaites en conférence. Comment expliquer cette défaite? Tu nous parlais d'une stratégie, d'une stratégie bizarre où en fait Oklahoma a arrêté de jouer à la course, c'est ça? Alors non, c'était le cas un peu sur les matchs précédents où je sais qu'on se plaignait pas mal de l'utilisation d'un Oli Gordon. Là, là, ça a été un peu. Bon, déjà, j'ai pas du tout, vraiment pas fan du match d'Oklahoma State. J'ai trouvé moyen. Encore une fois, Bowman qui tente 50 passes, Oli Gordon qui court 15 fois. Je veux bien qu'on me parle de du fait qu'Oli Gordon, voilà, quand il touche la balle, il prend que 2 yards. Moi, je me répète, pour moi, c'est tu utilises-le comme un gentil, fais-le courir 40 fois par match. Tu verras qu'il te fera pas 2 courses à chaque jeu. Après, ça, c'est mon opinion. Et surtout, j'en reviens au point où je veux bien faire passer Alan Bowman 50 fois par match, mais outre la stat où il est encore à grosso modo 50% parce qu'il finit à 26 sur 50, pour moi, tu peux pas te permettre de aussi peu donner la balle à ton running back star si le QB play ne suit pas. Tu te retrouves avec un QB qui joue très bien, un QB qui distribue bien, qui complète ses passes, c'est cool, mais ne pas donner la balle à ton running star si c'est pour faire un QB à 50%, je suis pas du tout le projet. Donc surtout que Gordon a eu des meilleures courses que sur le match précédent, parce qu'on avait beaucoup parlé du match d'avant, la défaite d'Oklahoma State contre Utah, si je dis pas de bêtises, Ouais. où il n'était pas utilisé alors que le score était serré. Là, bon, là, je veux bien, il y a quoi? Il y a 21-13 à la mi-temps, donc c'est quoi? C'est le match se joue quand même à un score avant que ça dégénère en deuxième mi-temps. Mais il a des bonnes courses, il a des bonnes courses sur sa première mi-temps et il a 3 réceptions pour 20 yards, dont la plus grande de 13, je crois, sur une sorte de swing à gauche. Je, je comprends pas. Honnêtement, je comprends pas le projet de jeu d'Oklahoma State sur cette saison. Est-ce que c'est un manque de confiance en la O-line? On a vu sur certains jeux effectivement que la défense, voire même la D-line de Kansas State faisait le taf et arrivait à totalement collapse la O-line et ce qui laissait très peu de lignes de course pour Oli Gordon. Mais en fait, c'est un running back qui va être capable de se débrouiller et d'aller chercher des yards. Et le problème, c'est que j'en reviens là-dessus, c'est que si tu lui donnes pas la balle, au bout d'un moment, il peut. En fait, pour moi, il a prouvé qu'il pouvait faire quelque chose. Pour moi, si t'es un freshman, le mec, tu l'as jamais vu jouer, tu dis on n'arrive pas à le faire courir, ok. Le mec, il a déjà prouvé l'année dernière qu'il était capable de le faire, donne-lui la balle en fait.
Et là, je me dis, tu viens de perdre 2 fois, tu viens de perdre contre qui est potentiellement les 2 meilleures équipes de Big 12, donc Utah et Kansas State. Tu te dis, est-ce qu'on va faire la même chose contre le reste? Est-ce que quand on va jouer les matchs suivants, est-ce qu'on va continuer à avoir un QB qui passe la balle? Parce que je crois qu'il était à 45 ou quelque chose comme ça. Je crois qu'ils sont presque à 100 passes en 2 matchs quand même. Donc ils ont qui? Ils ont BYU dans 2 semaines. Non, pardon, ils ont BYU dans 2 semaines. Après, ils ont pas le calendrier le plus compliqué, je vous avoue. C'est vrai que je me dis que ils ont joué Utah et Kansas State maintenant, et après ils ont West Virginia, BYU, Baylor, Arizona State, TCU, Texas Tech, Colorado. Après, ils ont eu un début de Mais saison compliqué aussi avec Arkansas et South oui, Dakota il y avait State. Arkansas, Ouais. je veux bien, mais pour moi le projet de jeu est pas valable. Pour moi, le Puis projet de jeu tu est pas parlais valable. de, C'est moche. Ça, c'est vraiment, c'est moche. J'ai tu regardé un parlais peu. de manque de confiance dans la O-line, mais pourtant, cette ligne offensive a un âge moyen de 24 ans, d'ailleurs, comme l'âge d'Alan Bowman, le quarterback. Oui, mais je pense que c'est même la O-line en moyenne la plus vieille de college football. C'est la plus vieille, ouais. Au moins de FBS. Mais Mais c'est d'ailleurs l'une des équipes les plus expérimentées de college oui, football. Hein. Quasiment toute l'équipe est revenue. Tu as eu très peu de départs en NFL ou sur le portail des transferts. C'est une vraie déception au Oklahoma State. ouais, Ouais. je suis entièrement d'accord. Je trouve qu'ils s'en sortent contre South Carolina State. On voyait ça comme un match piège en week 1. Sauf Dakota, Ils s'en sauf sortent Dakota. contre Arkansas. South Dakota, pardon. Ils s'en sortent contre Arkansas. Ils éclatent tout ça, mais bon, ça on s'y attendait. Mais derrière, voilà, dès qu'on commence à mettre la grosse adversité de Big 12, le projet il est plus là en fait. Donc je doute. Voilà, je doute et Ouais. malheureusement je sais pas vraiment de quoi penser. Et pour moi, le problème c'est que tu arrives sur la partie un peu plus soft de ton calendrier, mais t'as pas vraiment de certitude en fait. Il est là le problème, c'est que alors certes tu ne perds que de 3 points à Utah, mais le match ne reflète vraiment pas ça. Ils reviennent dans le 4e quart-temps parce que voilà. Bref. Et pour moi, si Cameron Rising est là, il y a clairement pas ce score. Mais t'arrives pas avec la moindre certitude dans ton offense et même dans ta défense parce que tu viens de prendre 42 pions C'est ça. contre Kansas State et tu t'es vraiment fait éclater sur la deuxième mi-temps, voire même les 500, deux 500, premiers mi-temps. les stats à la course. 559 yards Les encaissés, stats à la course, 259 je à la trouve pas. passe et 300 à la course. Tu rajoutes à ça les 3 turnovers et aussi Oklahoma State et l'équipe du Power 4 qui a subi le plus de big plays, donc des jeux de plus de 20 et 30 yards. Il y a un souci, j'ai Avec de la l'impression, dans défense. cette équipe. Il y a une sorte de malaise un peu dans cette équipe quand tu les regardes jouer. Et comme disait Kevin, je pense que c'est parce que le plan de jeu, je suis même pas sûr que les joueurs croient au plan de jeu du coach en fait. C'est vrai que Bowman, 50 passes tentées, c'est trop. Genre, faut que Lee Gordon ait plus de ballons. Enfin, non, je sais pas où va cette équipe, mais j'ai l'impression que on est parti pour une saison bien moyenne, quoi. Direction la Big Ten avec un autre match du top 25 qui était entre Illinois classé 19e à la AP Poll et Penn State classé 9e. Et ce sont les Nittany Lions qui se sont imposés sur le score de 21-7. Alors ça, hein, Illinois-Penn State 21-7, c'est vraiment le score auquel je m'attendais. Un score qui permet à Penn State de toujours être invaincu sur ce début de saison. Bon, on sait toujours que le révélateur de Penn State sont les 2 rencontres face à Ohio State et Michigan. Mais cette année, comme les divisions n'existent plus en Big Ten, Penn State n'affrontera pas Michigan, mais seulement Ohio State. Ça sera le 2 novembre. En attendant, ils devront affronter UCLA et USC. D'affilée, USC, ce sera le 12 octobre. Alors, il n'y a pas... ça reste une belle victoire parce que tu bats une équipe qui a très bien commencé sa saison, c'est Illinois. En plus, en appuyant sur tes forces, c'est-à-dire le run game avec le one-two punch excellent, Kaytron Allen, Nick Singleton, 100 yards chacun et un touchdown, avec 5,4 yards par portée à la course. Voilà, face à une équipe d'Illinois qui nous habituait à être très bonne, notamment pour défendre les coureurs adverses. C'est une belle victoire pour Penn State et un Nick Singleton qui honnêtement bon là c'est pas un débat propre à ce match, c'est plus une réflexion sur le reste, mais je m'attendais à ce qu'il soit vraiment
le running back numéro 1, celui qui aurait le plus de portée dans cette attaque. Et il s'avère que depuis plusieurs matchs, ce n'est pas lui, mais Kaytron Allen, hein, qui reste d'ailleurs un très très bon coureur. Mais voilà, c'était juste pour le relever. Sinon, j'ai pas d'autre chose à dire sur cette rencontre. Si vous Un avez match de quelque Penn chose. State. Voilà, c'est ça. Quand on a vu le score, ouais. C'est exactement ça. C'est le match chiant à mourir que tu te tapes la moitié de l'année dans un calendrier de Penn State. Vraiment le truc où on peut passer au match suivant sans en dire plus, on manquera rien. Ouais, c'est ça. C'est dommage pour Illinois qui avait peut-être une possibilité de faire un upset, mais bon, au final, Penn State a fait du Penn State. Et comme d'hab, on jugera la saison de Penn State au match face à Ohio State et cette année face à USC qui remplace Michigan. Ouais, il va pas être facile ce déplacement en plus en Californie. Mais ça, des Penn State USC, on en a vu il y a pas longtemps. D'ailleurs, on parle beaucoup de Sam Darnold en ce moment. C'était quand Sam Darnold était à USC, hein, qu'il y avait eu un Rose Bowl USC Penn State. Ouais, avec le match, il y avait Saquon Barkley. Saquon Barkley en face. Ouais, avec Ouais. Tracy McSorley. Ouais, mais se déplacer en octobre, c'est pas dans les habitudes. Mais ouais, bon, on verra. Penn State, comme d'habitude. Enfin, moi, ce programme me fait chier, en fait. Faut dire les choses clairement. Bravo pour la White Night, là, mais sinon, le reste, il n'y a pas grand chose à dire sur ce programme. On va passer, non pas un autre match, mais on va dire une petite note d'actualité. C'est le réalignement qui continue, on n'en peut plus, la fait que ça se termine. C'est UTEP qui rejoint la Mountain West en provenance de la CUSA. Comme vous le savez, la Pac-12 et la Mountain West, au lieu de fusionner, ont décidé de se faire la guerre et les deux conférences en fait essayent d'attirer plein de programmes. Et c'est d'ailleurs pour ça que UTEP est parti à Mountain West. J'ai envie de dire, d'un point de vue géographique, c'est plutôt logique. El Paso, enfin le stade d'El Paso est dans les montagnes, c'est à l'ouest du pays, c'est la Mountain West. C'est un move qui a du sens. Ils ont un match de rivalité avec New Mexico State, puisque les deux villes, Las Cruces et El Paso, sont pas très loin l'une de l'autre, donc ce match-là va devenir un match de conférence, donc c'est cool. Franchement, le move est sympa et il est logique, donc ça fait plaisir de voir un move logique géographiquement pour un réalignement. Et maintenant, la Mountain West devra ajouter encore une autre équipe pour atteindre les 8 membres de conf, hein, chiffre nécessaire pour pouvoir être une conférence affiliée en NCAA. Alors, d'après là ce qu'on lit en ce moment, selon Brett McMurphy, ça devrait être l'affaire de jours ou de quelques semaines. Évidemment, plein d'écoles, et je pense notamment à celles en conférence USA et à certaines qui sont encore au niveau FCS, déposent leur candidature. C'est un peu le Parcoursup du college football en ce moment. Mais il y a une concurrence féroce entre les deux conférences. Putain, non, je me suis trompé. Non, c'est pas New Mexico State, c'est New Mexico qui est en Mountain West. J'étais en train de me dire non, New Mexico State, ils sont en USA. New Mexico State, ce qui pourrait pas être de l'aventure aussi, même s'ils viennent d'arriver en conférence USA il y a pas très longtemps. Bon, on verra. Après, peut-être plus une FCS, peut-être pour le 8e. On verra. Ça dépend parce que par exemple, on parle beaucoup en ce moment de Sacramento State, si tu veux nous en parler un petit peu, Maxence, mais Sacramento State voudrait plutôt aller en Pac-12. Alors, ça, c'est la rumeur complètement folle. D'où vient cette hype récente de Sacramento State? Moi, j'ai un peu du mal à comprendre là, quand je vois les chiffres, les millions de dollars proposer les projets d'investissement dans les infrastructures de la fac, je trouve ça fou. Il y avait des millions de dollars qui dormaient sous les lits des habitants de Sacramento et ils attendaient que ce moment-là pour les sortir. Oui, effectivement, apparemment Sacramento a réussi, le comité de Sacramento a annoncé que ils avaient réussi à réunir 35 millions de dollars en île qui viennent de businessmen locaux, de gens dans la communauté, enfin, et même d'une tribu locale, hein, ce qui est dit, enfin, et qu'ils ont réussi à ramasser cette somme en 24 heures. Alors, les mecs ont fait un Z-Event en 24 heures. Je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, Sacramento State réunit de l'argent. Sacramento State veut être le 8e membre en Pac-12. Ils ont aussi levé les fonds pour un nouveau stade. Donc il y a une hype autour de cette candidature là. On va voir jusqu'où ça va aller.
Mais Sacramento State, en tout cas, a l'air de faire des efforts nécessaires pour avoir une candidature solide pour la Pac-12. Donc on verra, mais je pense que ça va se décanter dans les prochains jours, prochaines semaines. Mais en tout cas, pour la Pac-12, moi j'accepterais parce que Sacramento serait le 20e plus grand marché télé. Et on sait à quel point c'est important, surtout pour cette nouvelle Pac-12, en fait, voilà, qui a la recherche de téléspectateurs. Ce qui explique d'ailleurs les arrivées de Fresno State et San Diego State du sud de la Californie, un marché qui est très, très important. Je pense que ça va se faire. Honnêtement, je pense que ça va se faire. C'est bizarre que San Jose State, qui vient quand même là aussi d'un gros marché puisque c'est la baie de San Francisco. C'est bizarre que San Jose State aussi ait pas été invité à participer à la Pac-12, mais bon. Ouais, mais toi, je pense que tu as déjà regardé un match des Spartans. Quand tu regardes le stade, putain, t'as l'impression que c'est un stade de Fédéral 2, quoi. Oui, c'est vrai qu'ils ont pas un stade très, très impressionnant, mais ils sont dans un marché qui l'est, hein, pour le coup. Mais bon, on verra Sacramento State. Oui, je pense que ça va se faire. Parce que vu l'annonce de lever 35 millions, c'est pas pour rester en FCS, quoi. Ou alors, sinon, la Mountain West et la Pac-12 surprennent leur monde et émergent et fusionnent. Je pense que les deux conférences ont trop d'ego après ce qui s'est passé pour le faire. Puis il y a eu des donc attaques en elle- donc elle justice, peut- trucs comme ça, je crois. Enfin, Ouais. C'est pour ça, exactement, c'est pour cette raison qu'elles ne le feront pas, mais on peut toujours y rêver. Alors, on peut aussi citer l'arrivée de Gonzaga en Pac-12, mais ça sera seulement l'équipe de basket. Gonzaga n'a pas d'équipe de foot, donc voilà. peut-être qu'ils en monteront une dans le futur, mais ça paraît peu probable. Autre rencontre, c'était un match de conférence, et d'ailleurs, on est très très content que ce match ne se joue plus à l'AT&T Stadium des Dallas Cowboys. C'est le Southwest Classic entre Arkansas et Texas A&M qui était classé 24e à l'Epipol. Je rappelle que les matchs à partir de l'an prochain se joueront une année sur deux sur les campus et c'est très très bien, d'autant plus quand on connaît les ambiances du côté de Fayetteville ou de College Station. Victoire de Texas A&M 21-17 qui permet aux Aggies de passer un bilan de 4 victoires et une défaite. Là où Arkansas est à 3 victoires et 2 défaites. C'était le troisième match où Connor Wegman, le quarterback des Aggies, était absent, remplacé par Marcel Reed, qui, ma foi, fait plutôt des bonnes parties. Ça me m'étonnerait même pas que Michael Coe décide de garder Marcel Reed titulaire. Marcel Reed qui est un freshman. Il faudrait vérifier les gars, mais il me semble que c'est un freshman. Alors, certes, il complète qu'il a complété que 50%, il a complété que 50% de ses passes, mais il a lancé 2 touchdowns. Freshman. Il n'a pas été intercepté et depuis le début de la saison, ça reste relativement propre. On peut voir, ça reste propre. Il n'a pas encore été intercepté une seule fois. C'est une belle victoire pour Texas A&M parce qu'Arkansas, si on pensait que leur saison allait être catastrophique, et au final, on a vu qu'avec leur victoire à Auburn, Arkansas c'était peut-être était peut-être un meilleur programme qu'il n'y paraissait. Puis même, il y a eu la défaite d'un touchdown face à Oklahoma State à Stillwater en début de saison. C'est une belle victoire pour Texas A&M. Ouais, et encore une victoire dans la rivalité où Texas A&M revient dans le match. J'avais vu la stat passer sur ESPN. Je crois qu'ils ont gagné sur les 10 derniers matchs. Ils ont gagné 8 fois en ayant été menés en ayant été menés dans le match. En revenant à chaque fois. Donc les matchs se suivent et se ressemblent entre Arkansas et Texas A&M. J'ai regardé un petit peu du match du coup. Parce que moi, c'est un match que j'aime beaucoup. Qui arrive souvent, puisqu'il est tout le temps à ce moment-là de l'année, donc c'est assez cool de voir une rivalité à ce moment de l'année. Il y a eu un très bon match notamment de Isaac Tesla du côté d'Arkansas avec 5 réceptions et 120 yards avec un touchdown qui a fait vraiment un bon match. Et puis après Texas A&M qui a fait le bon drive pour finir et derrière en défense qui a fermé la boutique avec un fumble notamment d'Arkansas pour finir le match. Donc belle victoire de Texas A&M qui mine de rien enchaîne 4 victoires de suite et qui s'est bien remis. Et 2 victoires en sec à l'extérieur, hein. Florida State, bon là à l'extérieur c'est un match en terrain neutre, mais voilà, ils ont un momentum intéressant
et ils accueillent la semaine prochaine Missouri. Ça sera un très très beau match, hein. Texas A&M face à Missouri. C'est le Nouveau- match de la semaine, hein, non, du Bah, week-end. là, Non, faut dire que la Week 6 est bof, les gars, hein. Je sais pas si ouais. vous avez vu les matchs, Ouais, il y a beaucoup le d'équipes en bail en programme, plus. t'as pas de grosses confrontations, quoi. Ce sera Enfin, peut-être voilà. l'occasion de faire une pause. Peut-être. Fresno State UNLV, alors le départ de Mathius Luka qui se plaint de pas avoir reçu les sommes promises en Nil n'a pas été préjudiciable aux Rebels. Non. Victoire 59-14 face à Fresno State. Je te propose que tu nous fasses juste une petite présentation du match rapide et moi je vous dis, chers auditeurs, de vous reporter à l'épisode dédié au match du Group of Five où vous parlez plus longuement de cette rencontre. Et ben ouais, semaine très perturbée du côté des Rebels de UNLV, puisque du coup leur quarterback titulaire Mathius Leka a claqué la porte pour des questions financières, parce qu'en fait il a pas touché la somme qu'on lui avait dit qu'il toucherait. Puis apparemment, après il y a plein de sources, apparemment il y aurait un agent qui lui aurait monté la tête aussi après le match contre Kansas notamment, en lui disant mais tu sais que tu pourrais toucher beaucoup plus dans d'autres programmes et tout. Bon, voilà. Il y avait aussi le running back Allen. Raylen Allen, je crois, j'ai plus le prénom, mais Allen, qui était le running back numéro 1 aussi, qui a redshirt juste derrière, apparemment pour les mêmes raisons également, une raison financière. Donc UNLV qui recevait Fresno State, qui était en 3-1, avec une défaite à la Big House de Michigan. Pas une mauvaise défaite, ils avaient perdu 30-20, donc franchement Fresno State qui faisait partie de ces équipes en début de saison qui pourrait peut-être accrocher la finale de conférence et peut-être ce fameux spot en playoff qui anime tous nos podcasts hebdomadaires du Group of Five. Ça a été un super match de la part du UNLV qui les a ouverts en deux, mais alors il y a eu un punt bloqué, retourné pour un touchdown. 4 interceptions de Mike Keane, le quarterback de Fresno State. Très gros match, notamment de Ricky White pour Ricky White pour UNLV qui fait 127 yards et deux touchdowns. À la course aussi avec le nouveau quarterback, donc Malik Williams qui arrive de Campbell, qui a fait un bon petit match, 3 touchdowns à la passe, 182 yards et 119 yards à la course. Et en fait, il a fait globalement les mêmes chiffres que Sluka. Donc au final, est-ce que tu vois, comme disait Baptiste, tu vois un programme perturbé, toi? Pas moi, puisque voilà, UNLV est invaincu et se dirige fin octobre vers un match contre Boise State qui va valoir son pesant de cacahuètes, franchement, pour et la Mountain West et cette fameuse place de playoff dans le G5. Donc bravo aux Rebels de UNLV et on en parle plus en détail dans l'épisode G5, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. On parle aussi de Boise State, de Tulane, de Liberty, enfin voilà, donc n'hésitez pas. T'as vécu un week-end aussi compliqué avec la défaite de UCF face à Colorado. Alors, est-ce que je peux te proposer, parce que UCF a perdu sur le score de 38-21, est-ce que tu peux nous parler de UCF et après oui, de UCF, et après je demanderai à Kevin de parler de Colorado, parce qu'il me semble, Kevin, t'avoir lu que tu aies dit que c'était en fait le premier match abouti de Colorado depuis longtemps. Bah oui, on va y arriver, on en parlera. Mais... On va en parler, oui. Et oui, non, mais il faut qu'on en parle. Non, Non, c'est parce vrai. Oui, non, mais Colorado a fait un super match, hein, franchement. On est quand même les premiers à taper sur Colorado quand ils font de la merde dans ce podcast. Autant on n'est pas non plus des mecs obtus et on sait reconnaître quand ils font un bon match. Donc, je te laisse parler du CF et puis on abordera le cas Colorado juste après. Par quoi commencer? Big Noon Kickoff de la Fox, quand même, c'est pas rien quand t'accueilles une chaîne comme ça qui fait son émission d'avant du début de journée. Donc tous les éléments étaient remplis pour QCF face le match statement en fait, qui montre que le programme a progressé, que le programme va faire quelque chose cette année. Antenne nationale, puisque c'était le match de 15h sur la Fox. UCF a encore raté un grand rendez-vous. Ça devient un peu
ça devient un petit peu le triptyque avec Gus Malzahn. Chaque année, il y a ces matchs-là. Moi, je me rappelle de Louisville et Cincinnati en 2021, re-Louisville en 2022, la finale aussi de l'Américaine qu'on rate complètement contre Tulane. Il y a eu le début de Big 12 l'année dernière contre Baylor. Rappelez-vous, on menait de 30 points dans le match, je crois, et on perd d'1 point à la fin. Enfin, c'est ridicule. Et encore un match où on s'est fait, on a perdu le fil du match. Après, on est tombé contre un très grand Colorado aussi, attention. Mais UCF n'a pas été au rendez-vous de ce match-là. Pourtant, tu commences en interceptant Shedeur Sanders au bout de son 3e play. Tu fais un bon drive. Enfin, tu fais un drive qui commence sur les 30 Colorado, tu arrives rapidement dans la end zone, tu n'arrives pas à marquer et tu te fais intercepter. Et puis alors derrière, Shedeur Sanders, il s'est fait intercepter premier drive, mais après derrière, il nous a découpé à la passe. Il y a eu des moments d'énervement aussi du côté des joueurs du UCF. Il y a eu un moment, il y a une super action défensive qui est gâchée par une pénalité parce que rugging de passeur sur Shedeur Sanders qui était absolument inutile. UCF, c'était un peu le match que je craignais en fait parce qu'ils m'ont tellement habitué à. Et puis depuis qu'on est avec Malzahn, en fait, le programme, il a fait grandir le programme, mais là, ça fait plusieurs rendez-vous à la suite. Et je sais que dans la fanbase, j'ai pas mal lu sur Twitter et tout. Les gens commencent à en avoir un peu assez du côté de Central Florida, de ces matchs-là qui sont complètement loupés dès le début, en fait. Au bout de 2 quarts-temps, en fait, on s'est retrouvé derrière le score. Il y a eu plein d'occasions de revenir parce qu'on avait la balle au début de la seconde mi-temps. Tu rates un field goal. Enfin bref, mauvais QB play. KJ Jefferson, c'est plus ça va et moins c'est convaincant. On n'a pas assez utilisé RJ à la course, alors qu'il met un touchdown de 75 yards magnifique. En plus, à ce moment-là, on se dit allez, vas-y, ça va le faire. Et puis juste derrière, le drive de Colorado qui est très bon. Et puis on a sac Sanders que 2 fois, alors qu'on savait que c'était la faiblesse de Colorado, c'est cette ligne offensive qui laisse passer pas mal de défenseurs. Mauvaise préparation de match. En plus, on avait une bye week juste avant. Enfin bref, voilà. Qu'est-ce que tu veux va falloir réagir, mais c'est pas un match. C'est pas du tout un match rassurant. C'est tout à fait le contraire pour Youssef. Voilà. Je suis très salé par ce match. Franchement, je comprends parce que ce qui est dommage pour vous, c'est qu'en plus je pense que vous faites potentiellement l'un de vos pires matchs de l'année. Non, mais votre pire match, mais en fait, vous le faites au moment où Colorado fait son meilleur match de l'année. Alors, est-ce que, comme on avait parlé de Kansas State tout à l'heure, qui a un peu eu un trou d'air contre BYU et s'est fait poutrer, est-ce que c'est l'inverse pour Colorado? Est-ce que Colorado a vraiment trouvé la solution au niveau de sa O-line? Est-ce qu'ils ont trouvé la solution au niveau de la défense, qui est certes pas mal sur ces derniers matchs? Ils ont enfin encaissé des points en deuxième mi-temps, parce qu'ils n'avaient pas fait depuis 2 matchs. Donc là, ils sont à 7 points encaissés sur les 3 dernières deuxième mi-temps, ce qui est vraiment pas mal. Mais c'est surtout que voilà, ils ont enfin réussi un match complet sur les 3 phases. Colorado n'avait pas été capable, depuis que Deion Sanders était là, de faire très un match bon jeu complet à la course aussi. Hein. Leur jeu à la course était efficace. Ils ont fait. Là, pour donner un exemple, on en avait parlé dans le 1-2-6, UCF était la meilleure attaque à la course du pays. Ils étaient à 375 yards par match. C'est ça, ouais. Là, Colorado a limité UCF à 177 yards à la course dans le match. Et RJ Harvey à 77 yards, alors qu'RJ Harvey marche sur l'eau depuis le début de saison. Et ce qui m'a surtout choqué, c'est que Harvey a touché a couru 16 fois, et KJ Jefferson a couru 20 fois. Après, je sais que c'est le système de Malzahn. Il y a pas mal de aime bien faire courir. Donc ça dépend. Effectivement, moi j'ai le choix entre si jamais je suis le mec qui se fait read ou si je suis le coordonnateur défensif, s'il y en a un des deux qui doit courir, je fais courir le QB. C'est toujours plus dommageable de taper le QB à la fin d'un jeu que de taper le running. Donc après c'est bien, un niveau défensif ça a fonctionné. Moi encore une fois, je suis toujours pas convaincu par KJ Jefferson. Et je le dis depuis qu'il est à Arkansas, c'est vraiment pas mon QB préféré. Je trouve que déjà il court beaucoup trop. Avec le système de Malzahn, ça amplifie ça. Mais après, maintenant, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Colorado fait son meilleur match sous l'ère Sanders. Maintenant, à voir est-ce qu'ils arrivent à capitaliser là-dessus. Comme je le disais tout à l'heure, ils risquent d'être l'équipe qui tire un peu son épingle du jeu de cette cannibalisation entre tous les gros de Big 12. Maintenant, faut se dire aussi qu'ils ont pas le calendrier le plus facile parce qu'ils vont jouer littéralement tous ces gros de Big 12
à commencer par Kansas State dès ce week-end. Ce sera un des matchs les plus tardifs d'ailleurs, parce que je vois que le match est dans la nuit de samedi à dimanche. Dans 2 semaines. C'est dans 2 semaines. Dans C'est 2 le 13, semaines, c'est le 13 13. octobre. Ah oui, c'est le même week-end que Oregon, c'est ça. Mais ce sera à 4h15, ouais. C'est ça, c'est à 4h15 du matin. Après, ils jouent à Arizona. Ensuite, sur la fin de saison, ils ont Utah, déplacement à Kansas, réception d'Oklahoma State. Donc, ils ont quand même ils jouent la plupart des grosses équipes de leur conférence. Maintenant, ils étaient underdog de 17 ou 18 points, je crois, à De 14. UCF. Je crois que c'était Je sais qu'on n'avait pas le plus même chiffre avec 14 pour Baptiste déjà. UCF. Ouais. On n'avait pas le même chiffre avec Baptiste, je crois. C'était sur ce match-là où c'était un peu plus fluctuant que d'habitude le spread sur ce match-là, mais c'était quand même des underdogs de 2 touchdowns. Hein. Ouais, c'est ça. Et puis, en fait, Qui gagnent de 26 points à l'extérieur. UCF avait une attaque à la course monstrueuse. Colorado avait une des pires défenses à la course en plus, je crois. Donc, normalement, le scénario du match aurait dû être écrit, mais j'ai l'impression que UCF que Malzahn n'a pas bien préparé le match, en fait. Et du coach au quarterback, en passant par la défense qui a été ridicule, on s'est fait pigeonner tout le long alors déjà, Sanders, il n'y a pas eu tant de pression que ça sur lui. Et il arrivait à trouver des super passes. Le touchdown de Travis Hunter est très beau, mais il y a 2 défenseurs sur lui et il le laisse passer. Ils sont pas assez agressifs sur lui. Et après, tu dis, bah, UCF fait le pire match de sa saison. Bah, en fait, dès que les lumières sont trop fortes, UCF fait le pire match de sa saison. Et c'est ça depuis que Malzahn est arrivé. Et à un moment donné, il faudrait peut-être se poser la question du côté de Central Florida. Est-ce qu'on continue avec lui parce que mine de rien, il fait progresser le programme, et le portail des transferts, machin, il fait venir des joueurs. Mais est-ce qu'au bout d'un moment, on va se contenter de ça ou est-ce qu'on va essayer de chercher plus haut? On verra. Mais il va falloir une réaction du côté du UCF qui se déplace à Florida la semaine prochaine, samedi. C'est Florida UCF ce week-end là? Ouais, le déplacement à Florida sera à 1h45. Donc, je sais pas si je pourrais être devant ce match-là, mais parce que c'est un peu tardif. Mais le match à Colorado était très attendu par le programme. Le déplacement à Florida, il est entouré depuis qu'il a été programmé il y a 3-4 ans. Autant j'étais confiant, maintenant je me dis attention parce que même peut-être qu'on va perdre à Florida. On verra. Mais il faudra réagir et Florida, ça peut aussi être une bonne chose de réagir à Florida, mais ça peut aussi être le match qui enterre la saison. Ouais. Je vous propose maintenant de faire un tour des équipes invaincues parce qu'il y en a, à commencer par Indiana, classé 23e à l'AP Poll, qui est en 5-0 pour la première fois depuis 1967 grâce à la victoire 42-28 contre Maryland qui, eux, les Terrapins d'Helio, sont sur un bilan de 3 victoires et 2 défaites avec une attaque exceptionnelle à près de 50 points par match marqué. Indiana, évidemment, n'était pas classé avant cette victoire-là. Maintenant, Indiana l'est. BYU, classé 17e, qui a battu Baylor 34-28 et qui est sur un bilan de 5-0. Voilà, gros match. Victoire acquise dès le départ. Grosse surprise. Hein. BYU grosse surprise sur la saison. Sur la saison, pas sur le match. Parce que sur le match, Baylor est vraiment en dessous, encore une fois, cette année. Mais effectivement, BYU, bon, Indiana aussi un peu surprenant, mais BYU, on les attendait pas là. Et Indiana, attention, ça peut être l'invité surprise, on verra hein, comment ça continue, mais les Hoosiers sont vraiment sont vraiment impressionnants, surtout offensivement. Duke aussi est impressionnant, 5 victoires, 0 défaites pour la première fois depuis 1994, et on rappelle que c'est avant l'ère David Cutcliffe qui est arrivé en 2008. Bon, ça va faire comme 14 ans, c'est beaucoup. Mais voilà, pour la première saison de Manny Diaz, Duke a vraiment une équipe très très solide, une équipe emmenée par le quarterback Malik Murphy, ancien de Texas. Victoire face à North Carolina, 21-20. Alors déjà, ils perdaient 20-0, donc ils sont revenus à 21-20, ce qui est une énorme remontée. Et de l'autre côté, tu as North Carolina qui subit une nouvelle fois une grosse défaite après celle face à James Madison qui avait été humiliante, un score du genre 72-50. Enfin bref, c'était un peu n'importe quoi. 70-50. Ouais. Voilà, c'est n'importe quoi. Ça pourrait remettre en question l'avenir de Mack Brown. Alors le problème avec Mack Brown, c'est qu'il a été très important pour ce programme de Chapel Hill. Est-ce qu'ils seront capables de le virer dès cette année? Je sais pas, d'autant plus qu'il est plutôt vieux. Moi, j'attends de lui qu'il se mette de côté, qu'il prenne sa retraite. Depuis qu'il est arrivé, North Carolina, il y a quelques promesses, mais
je pense que voilà, les Tar Heels peuvent prétendre à un meilleur niveau que celui sous lequel ils sont sous McBrown. Mais ça, c'est que mon avis. Ouais, la question va se poser, de toute façon, on verra, mais ouais, 73 ans, et puis ça commence à faire. Donc, toujours pareil avec ce genre de coach que depuis longtemps dans un programme, c'est que tu sais ce que tu perds, mais tu sais pas ce que tu vas gagner derrière. Ouais, c'est d'ailleurs le problème du coaching carousel à chaque fois. Est-ce que on est prêt à prendre le risque de virer un coach qui nous assure un plancher décent? C'est comme Franklin à Penn State, tu vois. Il n'arrive pas à leur faire passer ce plafond depuis des années, mais il il y arrive a un quand même à les plancher qui mettre est à... très très haut. Ouais. Ouais. Bon. Voilà, c'est ça. Ça fait partie des dilemmes qu'ont les directeurs athlétiques des facs américaines. Rutgers qui est à 4-0 après avoir battu Washington dans la nuit, je crois que c'était de vendredi à samedi, 21-18. C'est le premier aussi bon début de saison depuis 2012. Et tu as aussi Iowa State. Alors Iowa State est une vraie belle surprise en 4-0 Ouais, pour là la aussi, première fois depuis 2000 grâce à la victoire 20-0 contre Houston. Iowa State est classé 16e à l'IP Poll. Ça me refait penser aux belles années de McCampbell il y a maintenant 4-5 ans. J'ai hâte de voir avec Brice Hall et Brock Purdy à l'époque. Ouais. Hâte de voir la suite. Ouais, mon programme très sympa. Moi, j'aime beaucoup ce programme, donc très très cool de les voir démarrer comme ça. Army et Navy, les deux académies militaires sont chacune à 4 victoires et 0 défaites pour la première fois. Je parle de manière simultanée depuis 1945 avec des victoires respectives face à Temple et University of Alabama at Birmingham et à chaque fois sur des scores très importants, 42-14 et 41-18. Ohio State a fait réaliser une victoire sans effort contre Michigan State 38-7. Ohio State qui voilà a aussi un super true freshman en la personne de Jeremiah Smith, mais qui se fait un petit peu voler la vedette, et à juste titre d'ailleurs, par Ryan Williams. C'est ça. Mais Oregon, les deux là, ils sont impressionnants. Oregon classé 6e, qui continue aussi son invincibilité et qui, après un début de saison poussif, va de mieux en mieux, s'améliore de semaine en semaine avec une victoire face à UCLA 34-13, hein, sans prendre de touchdown offensif. Quel est votre prochain match, Kevin? Michigan State. Enfin, les deux équipes qu'on a citées juste avant. Donc, d'abord Michigan State ce week-end, puis réception d'Ohio State à Eugene le 12. Il va être bien. En plus, ça à Eugene. Ok. Bah, les choses commencent à se corser pour. Comme on a joué à Columbus il y a 3 ans, c'est cool qu'au moins on commence le calendrier de Big Ten contre eux, en sachant qu'on va jouer tous les ans maintenant, qu'on commence à domicile, c'est cool. Ah, et donc, il n'y avait pas de match retour? Ce que je veux dire, c'est que c'est un match de conférence, c'est pas un match. Alors, c'est une bonne question. Je pense que c'est, ou à moins qu'il ait été prévu et qu'il l'ait annulé. Je t'avoue que je sais pas trop. Je t'avoue que c'est quelque chose que je suis pas beaucoup les programmations de matchs hors conf. C'est quelque chose qui me gonfle. Le seul que j'ai suivi, si tu veux, c'est un peu celui de Oregon State. Parce que rivalité. Voilà, la conservation de la Civil War, c'était un peu plus important pour moi. Mais non, je t'avoue qu'il faudrait peut-être voir avec Robin. Il faudrait qu'on voit en off. Est-ce que c'était un one and done, ou je crois que c'était un one and done parce que le fait qu'on ait joué 3 ans comme ça sans avoir le match retour. Je sais que quand on avait joué Michigan State à l'époque, on avait fait en général, ça veut dire que c'est un one and done, ouais. Ouais. Donc je pense que c'était one and done, ouais. Mais avoir l'Oregon Ohio State, ça va être un bon premier gros défi aussi pour Ohio State, qui a pas forcément eu des adversaires impressionnants depuis le début de saison. Exact. Donc, eux aussi, on n'en parle pas trop, mais ils sont bons, mais pas flamboyants, je trouve. Oui, aussi, je pense que si les deux équipes gagnent ce week-end, il y a de très 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 forts. Même si le calendrier la programmation du 12 octobre est lunaire, il y a fort moyen que. C'est le Big Noon Kickoff. Alors, je pensais plus au College Game Day du coup. Comme la Fox a les droits sur la Big Ten aussi, non? Ah oui, mais il y aura forcément l'un des deux. Il y aura un des deux à Eugene, ça c'est obligé. Mais effectivement, tu disais que la Week 6 était pas abondant. Mais la Week 7. Mais alors la Week 7, réservé au Week 7, ouais. Elle est c'était quoi? C'était la semaine d'avant, c'était la Week 4 qui était vraiment pas mal. Les premiers matchs de conf qui étaient assez lourdes. Je pense que la Week 7 rivalise là. Ce week-end du samedi 12 octobre va être très très lourd. Puis il est coché depuis des mois, hein, par tout le monde, donc ça étouffe. Texas, classé numéro 1 à l'AP Poll, a battu Mississippi State 35-13 avec un très bon Arch Manning. Et parce que vous savez, Quinn Ewers est blessé et devrait revenir pour le Red River Showdown face à Oklahoma.
plus les matchs avancent, plus Arch Manning joue, et plus je me dis qu'il sera titulaire l'an prochain, mais sans aucun doute. On avait encore un petit peu, voilà, il y a le doute qui était dissipé parce qu'on se disait ouais, c'est le fils d'eux, il est peut-être pas si bon que ça, mais vu les matchs qu'il réalise avec les Longhorns, là je pense que ouais, pour l'an prochain, c'est le QB préféré de Valentin, non? je Actuellement, sais, je sais pas si son tweet était ironique. Je sais pas en fait, parce que Il a fait un tweet très gros match. Ouais, il disait que c'est son quarterback préféré actuellement au college football. Donc, Liberty est à 4-0, bon, malgré son match annulé face à Appalachian State. Et Missouri, Tennessee et Pittsburgh étaient en bye week. Les gars, question maintenant. Et James Madison est invaincu encore. Ça, faut on va terminer l'épisode là-dessus. Quels sont vos MVP? Qui veut commencer? Vas-y, je vais commencer. Vas-y, Max. Moi, j'en ai osé 3 et donc je vais commencer par Ashton Jeanty. On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais on en a longuement parlé dans le Group of Five et on a décidé que avec l'équipe G5, on allait faire la propagande Jeanty Iceman. Donc j'en parle. Match phénoménal contre Washington State, qui était un des gros matchs du Group of Five ce week-end. Il a détruit la défense de Washington State avec 259 yards, 4 touchdowns, et puis les touchdowns, il te revoit là. C'est du Julian Savea contre les Français en 2015, quoi. Il te revoit la défense en revue. Donc Ashton Jeanty, j'en place aussi une pour Ryan Williams aussi, qui a un play iconique, mais qui fait dans un match iconique parce que c'est pas sa seule action marquante du match. Et puis aussi Travis Hunter, auteur d'un bon match face à UCF, avec notamment une interception et un touchdown. Donc voilà mes 3 MVP de la semaine. Ashton Jeanty, Travis Hunter et Ryan Williams. Kevin? Ouais, Jeanty d'ailleurs à noter, parce que dans toutes les stats basiques, je crois que c'est 18 plaquages manqués forcés. C'est le record depuis... il n'y avait pas eu autant depuis, je sais plus qui en avait mis 17 en 2001, j'ai perdu le nom, je suis désolé. Et il est sur les bases de Barry Sanders, actuellement. Oui, il est même pas sur les bases, il est devant. sur les bases de battre le record. Oui. En sachant que quand il joue Portland State en week 2 il est bench. Il est bench à la mi-temps avec seulement, entre guillemets, 107 yards et 0 TD. Donc il est sur une lancée qui est assez impressionnante. Donc forcément, moi, mon MVP est Ashton Jeanty, même si il a battu mes Cougars entre guillemets. Mais on sait que Washington State a toujours eu un problème avec le fait de plaquer, mais ça c'est bien vu et c'est clairement pas l'adversaire contre qui il faut avoir ce genre de problème. Sinon, petite honorable mention pour le quarterback de North Texas, Chandler Morris. Victoire 52-20 pour North Texas contre Tulsa, 22 sur 34, 439 yards, 5 TD, 0 interception. Vraiment très gros match du QB de North Texas. Et parce que tu vois, ça me permet ce truc de MVP de parler d'équipe du Group of Five dont on parle pas forcément. Et aussi, petite mention pour Christian McRae, le receveur de Kent State, pas K-State, Kent State, lors de la défaite de Kent State contre Eastern Michigan, 33-52. 188 yards de TD en seulement 5 réceptions, ça fait quand même 37.6 de moyenne. Donc très bonne performance de la part de McRae pour Kent State. Moi, mon MVP, c'est DJ Ugalele. Sur le banc. On en a pas parlé, hein, mais Florida State. Est-ce que DJ, c'est pas le nouveau Spencer Petras du podcast? Si, je pense là. Vu comment ça me rend triste là. DJ, you need to get a job, quoi. Honnêtement, si c'était pas le frère d'un joueur d'Oregon, je serais encore pire que ça avec lui. Oui, c'est vrai qu'il y a. Parce qu'il il est pas méchant, il est pas beaucoup méchant. Sur les réseaux et voilà, donc je ferme ma gueule beaucoup, mais il y a énormément de choses à dire sur DJ depuis pas mal d'années. Mais ouais, c'est très inquiétant. C'est triste. Ouais, oui, c'est ça. Triste, je suis d'accord avec toi, c'est triste. Ouais. Alors, on se demande même en fait s'il va pouvoir faire une carrière en pro, quoi. Il va venir. Il y a quand même pas mal de gars où tu vois qui performent en NCAA et qui disparaissent en NFL. Donc là, tu peux te dire, on le dit souvent, c'est de la faute de là où ça dépend de là où tu tombes, est-ce que c'est le bon système, quoi que ce soit. Là, le mec, c'est un 5 étoiles, t'as tellement d'attentes autour de lui, il a 3 programmes différents et dans aucun des 3 programmes, il arrive à performer, quoi. Surtout que ses premiers matchs en carrière avaient été bons. Oui. Et puis, il est pas parti dans des programmes de peintre, quoi. Il va jouer en European Football League d'ici peu. C'est le prochain QB des Bravos de Madrid, ça.
Ouais, ou de Paris. quand, Alors, quand il devra plus sortir. sérieusement, mon MVP, c'est Ryan Williams parce que des performances de cette Week 5, c'est la seule dont on se rappellera dans plusieurs années. Et je pense que c'est une perf iconique au sens littéral du terme. Et c'est pourquoi il est mon MVP. C'est pas très original, mais Mais c'est normal. si en fin de saison, on doit faire un top 10 des 10 plus grosses performances de l'année, bah, je pense qu'il sera facilement dans le top 10, voire dans le top 5 et voire encore mieux. Bah même, tu sais, le top 10 des meilleures actions de l'année, son touchdown, il est déjà numéro 1 là. Ouais, voilà, donc c'est pour ça que je peux pas le virer de mon choix de MVP. Non, mais C'est oui, sur c'est clair. Ryan Williams que nous allons nous arrêter. Un épisode d'1h31. Il y avait quand même pas mal de choses à dire, tant cette Week 5 a été intéressante. Je remercie Kevin et Maxence d'avoir été avec moi pour cet épisode. Merci Je vous à toi. demande d'aller Merci écouter à toi. les épisodes sur le groupe of 5, la TT palette de Kevin sur le Gap Shem, c'est ça? Enfin, Le le Gap Scheme, Gap Scheme, ouais. Disponible à partir d'aujourd'hui. D'ailleurs, on est le 2, si C'est je dis pas ça. de bêtises, disponible à Depuis partir du midi. mercredi 2. Ouais. Les vidéos sur College Football 25 avec Ryan et Valentin. Bref, vous avez plein de choses, plein de contenus dans lesquels vous pouvez picorer sur The Trick Play. Et nous, on vous dit à samedi pour 1 to 6. Salut les gars. Salut. Ciao tout le monde.